c'est selon vous, qu'est-ce qui éveille l'émerveillement? Enfin, comment est-ce qu'on peut un peu le paradoxe entre l'émerveillement après le fait d'un jour, mis en parallèle avec l'humiliation que subit l'intelligence bafouée? C'est une question très difficile. Pour ma part, je sais que chez les magiciens, je suis très minoritaire. Pour ma part, je m'interdis d'employer le mot émerveillement. Parce que, ça c'est, on va développer beaucoup, parce qu'au fond, ça renvoie au merveilleux, et je pense profondément que le merveilleux est exclu de la magie. Autrement dit, que la magie exclut le merveilleux, si vous voulez, puisque s'il y a du merveilleux, ça veut dire au fond que n'importe quoi peut survenir de n'importe quoi. Un carotte transformé en citrouille, si vous voulez. Et si il y a, au fond, c'est dans un autre monde que le monde du réel, obéissant à d'autres lois, et si c'est au fond normal, consenti, admis, je dirais, alors il n'y a plus de magique. Et donc finalement, je pense que le merveilleux, en catégorie, je dirais, classique, ne convient pas pour dire le choc, justement. Dans Cendrillon, par exemple, le suspense, c'est savoir si Cendrillon arrivera au carrosse avant qu'il tombe une citrouille. C'est pas, le choc n'est pas qu'un carrosse puisse transformer une citrouille, si vous voulez. Et donc, au fond, le présumé du merveilleux, me semble-t-il, exclut complètement la réalité même, au fond, de l'effet magique. Donc, je ne sais pas si je vous réponds vraiment, mais je ne réponds pas en réalité. Mais au fond, je dirais que je mettrais un bémol au mot émerveillement. En revanche, je dirais finalement qu'il y a bien une... alors, pour vous répondre complètement, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Je dirais que la structure psychologique de qui assiste à une œuvre de magie, ce serait au fond une structure qui serait organisée autour de deux pôles symétriques et absolument contraires. C'est ça qui serait paradoxal. Je dirais un pôle que je qualifierais de agonistique, qui relève de l'agone, du défi. Du défi, et là c'est l'intelligence qui est au commandes, si vous voulez, le défi. Autrement dit, je dirais, de passer à avoir, pour le dire vite, on dit vigilance exacerbée, attention extrême, d'accord? Et de l'autre, autre pôle, absolument contraire semble-t-il, qui est ce que j'appellerais une sorte d'abandon ou de consentement, autrement dit, le fait que je consente initialement et par principe, au fond, au jeu auquel on me convie. D'un côté, un abandon de principe, et de l'autre, je dirais, une vigilance exacerbée. Et au moment où l'effet arrive, la vigilance exacerbée, le côté agonistique, fait l'expérience de son échec. Autrement dit, elle se rend compte que, alors qu'elle croyait, en quelque sorte, être encore aux commandes, elle est en vérité complètement dépossédée. Et là, je dirais, s'actualise en quelque sorte, je vous réponds, s'actualise véritablement le contenu du consentement de principe, qui jusqu'alors était réel, si vous voulez, et rendait la chose tout simplement vivable, quoi, tout simplement acceptable. Mais au fond, là, l'intelligence rend les armes, mais elle rend les armes sans humiliation, parce qu'au fond, cette opération de rendre les armes actualise cet abandon de principe, qui était préalable au livre de magie. Je ne sais pas si je vous réponds vraiment. Et donc, qu'est-ce que la magie? Enfin bref, donc, qu'est-ce que la magie? Si j'avais la réponse, je ne serais pas là. C'est OK. Oui. Il me semble qu'il y a quelque chose qui échappe à ce qui a été dit, c'est la notion de plaisir. Oui. Liée avec celle de pouvoir. Bon, la sorcière, tiens, par exemple, qui a du pouvoir, comme vous savez, il fallait attendre les années 60 et 60 et 70 pour savoir que les sorcières étaient au cœur d'un secret là, que les hommes, parce que ce sont majoritairement les femmes, ne pouvaient pas atteindre. Bon, le plaisir qu'ont les magiciens d'entrer effectivement dans un lieu où, semble-t-il, la rationalité ne peut pas toucher. Mais il y a un autre plaisir du rationnel qui est celui d'avoir d'avoir cherché et d'avoir trouvé la raison, évidemment. Demandez un jour à Hegel pourquoi vous travaillez comme ça sur le fond de la nature humaine, il répond c'est le pur plaisir de voir ce qui se passe.
C'est tout. La notion de plaisir, de pouvoir sont liées entre la magie et la raison et la ratio. Ah, mais qu'il y ait un plaisir de l'intelligence, au moment même justement où elle est complètement, je dirais, complètement dirigée, au sens du coquin quasiment. Hein. L'intelligence, je dirais, qui scrute ce qui se passe, hein, qui, je dirais, se laisse emporter par ce jeu, y prend un vrai plaisir. Et pour vous répondre plus précisément, je dirais que quant à moi, quand je lis Robert Houdin, quand je lis Dai Vernon, quand je lis les textes de Fredini, quand je lis Frank Tamaris ou Ascanio, j'y prends un plaisir philosophique. Autrement dit, je vois ici des gens qui ont compris des choses que peu de philosophes ont vues. Hein. Et donc là, il y a un vrai plaisir, pour le coup, intellectuel. Mais là, on est dans, je dirais, le plaisir théorique, et réflexif en quelque sorte. Alors que, je crois que la question de monsieur portait sur un plaisir pris sur l'instant, en quelque sorte. Hein. Il y a de l'intelligence dans l'instant, finalement, où elle fait l'expérience de son propre surpassement, en quelque sorte. Ce sont peut-être deux choses un peu différentes. Il faut que je laisse la parole à l'auteur suivant, donc je vais peut-être arrêter ici. Je vous laisse.